Lors du dîner de fiançailles de mon frère, j'ai demandé à mes parents pourquoi ils ne m'avaient jamais aidé à payer mes frais médicaux. Mon père a gloussé et a dit « Nous pensions que le mariage de ton frère était plus important. » J'ai haussé un sourcil et j'ai sorti le dossier. Vous devriez peut-être lire ceci avant le dessert. Leurs sourires ont disparu instantanément. Je n'oublierai jamais la nuit où mon frère s'est fiancé. Non pas parce que c'était beau ou émouvant, mais parce que c'est la nuit où tout s'est effondré. Je suis Jake, j'ai 27 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à apprendre à me faire tout petit autour de personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Je n'étais pas l'enfant chéri. Ce titre appartenait à mon frère aîné, Nathan. Et croyez-moi, Nathan portait cette couronne avec fierté. Depuis que nous étions enfants, nos parents le choyaient comme s'il était une sorte de royauté. Chaque accomplissement, chaque anniversaire, chaque genou écorché était traité comme s'il méritait un défilé. Pendant ce temps, j'étais juste là. Pas tout à fait oublié, mais certainement optionnel. Le fait est que je n'ai jamais voulu être sous les projecteurs. Je n'avais pas besoin de confettis ou de trophées. Je voulais juste de l'équité, de la décence humaine de base. Mais dans notre maison, l'équité était un mythe. Et j'ai appris très tôt à ne rien attendre qui ne soit pas attaché au nom de Nathan. Il recevait les nouveaux vêtements pendant que je portais ses affaires d'occasion. Il a eu la voiture pour son 16e anniversaire. J'ai eu un abonnement de bus. Il recevait des éloges pour un C+ en mathématiques alors que j'obtenais le silence pour des A-partout. Et quand j'essayais d'en parler à mes parents, ils disaient que j'étais trop sensible ou jaloux. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit mon propre monde en dehors d'eux. Un monde où je n'avais pas à me mesurer à quelqu'un qui passerait toujours en premier. Mais peu importe jusqu'où j'essayais de fuir, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas fuir. Comme la dette médicale qui m'a presque enterré il y a quelques années. À 22 ans, j'ai été frappé par une maladie auto-immune rare. Visite à l'hôpital, tests, médicaments, encore des tests. C'était comme si mon corps s'était déclaré la guerre à lui-même, et j'étais juste un dommage collatéral. L'assurance en couvrait une partie, mais pas assez. Je me noyais sous les factures, essayant de rester à l'école et de garder un toit au-dessus de ma tête tout en faisant semblant de ne pas être terrifié chaque jour. J'ai contacté mes parents une fois, juste une fois. Je leur ai envoyé un long message expliquant tout, à quel point la situation s'était aggravée, et que je ne savais plus quoi faire. J'ai demandé s'ils pouvaient aider, même juste un peu. Je n'ai jamais reçu de réponse. Nathan m'a dit plus tard qu'ils avaient vu le message et pensaient que je faisais un drame. Il a dit, « Tu es intelligent, Jake. Tu vas trouver une solution. » C'était tout. C'était la somme totale d'empathie que j'ai reçue de ma propre famille. Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai trouvé une solution. J'ai pris 2 emplois, j'ai réduit toutes les dépenses possibles, et j'ai finalement remboursé la majeure partie, non sans sacrifice. J'ai dû abandonner l'école pendant un certain temps. J'ai perdu des amis. J'ai failli perdre mon appartement. Et à travers tout cela, je me suis répété le même mensonge encore et encore, ils ne savaient pas à quel point c'était grave. Mais au fond de moi, je pense que j'ai toujours su qu'ils ne se souciaient tout simplement pas assez de moi pour le découvrir. Donc, quand Nathan m'a invité à son dîner de fiançailles il y a 6 mois, je n'étais pas vraiment ravi. Mais j'y suis allé, non pas parce que je me souciais de la célébration. Honnêtement, je n'aimais même pas tant que ça sa fiancée, mais parce que je voulais les voir, tous ensemble. J'avais besoin de les regarder dans les yeux. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore que j'obtiendrais enfin une explication. Ou peut-être que je voulais juste tourner la page. Quoi qu'il en soit, je me suis présenté. Le dîner a eu lieu dans un restaurant italien chic du centre-ville. Des nappes blanches, du vin qui avait le goût de provenir d'une publicité de magazine, et le genre de menu où vous aviez besoin d'une application de traduction juste pour commander. Nathan était dans son élément, bien sûr, serrant des mains, portant des toasts, agissant comme s'il était le marié à un mariage royal. Maman rayonnait, suspendue à ses lèvres. Papa arborait des sourires fiers, riant trop fort aux blagues de Nathan. Et moi? Je me suis assis à l'autre bout de la table, à 3 sièges de la conversation la plus proche, sirotant de l'eau et attendant que quelqu'un, n'importe qui, me demande comment j'allais. Personne ne l'a fait. Nous étions à la moitié du dîner quand maman s'est penchée et a dit « N'est-ce pas agréable, Jake ?»
C'est bon d'avoir toute la famille réunie à nouveau. Je lui ai fait un sourire crispé et j'ai hoché la tête. Ce n'était pas agréable. C'était surréaliste, comme regarder un film où vous êtes dans la scène, mais personne ne peut vous voir. Plus tard, alors que les assiettes étaient débarrassées et que quelqu'un avait commandé une autre bouteille de vin hors de prix, papa a levé son verre et a porté un toast à la famille. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas d'une manière bruyante et dramatique, mais d'une manière calme et définitive. Le genre de craquement que vous n'entendez pas jusqu'à ce que tout ce qui l'entoure commence à s'effondrer. J'ai posé mon verre et je me suis raclé la gorge. Et, petite question, ai-je dit aussi nonchalamment que possible. Vous vous souvenez quand je suis tombé malade il y a quelques années? Genre vraiment malade? La table s'est un peu calmée. Papa a penché la tête, plissant les yeux comme s'il essayait de situer un souvenir lointain. Maman s'est figée, tenant toujours sa fourchette en l'air. Nathan a levé les yeux de son téléphone. Bien sûr, a finalement dit papa, d'une voix légère. Pourquoi? Je me souviens avoir demandé de l'aide, ai-je continué, la voix stable, et je n'ai jamais reçu de réponse. Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas vu le message, mais maintenant que nous sommes tous ici, je me demande juste, pourquoi n'avez-vous pas aidé? Il y a eu un temps de silence. Puis, papa a gloussé. Il a vraiment gloussé. Il s'est adossé à sa chaise comme si je venais de demander pourquoi nous n'achetions pas de céréales de marque en grandissant. Nous pensions que le mariage de ton frère serait plus important, a-t-il dit, souriant comme si c'était une blague inoffensive. La table a éclaté d'un rire gêné. Tout le monde sauf moi. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste dévisagé. Plus important. Ces deux mots ont résonné dans ma tête comme une gifle. Pas nous n'en avions pas les moyens. Pas nous ne savions pas à quel point c'était grave. Juste plus important. C'est à ce moment-là que j'ai fouillé dans mon sac et que j'ai sorti le dossier. Je n'avais pas prévu de faire ça. Pas vraiment. J'avais apporté le dossier par instinct, comme un filet de sécurité dont je ne pensais pas avoir besoin. Mais au moment où ces mots sont sortis de sa bouche, j'ai su exactement pourquoi je l'avais apporté. Je l'ai posé doucement sur la table devant moi. Épais, usé, bourré de relevés imprimés, de dossiers médicaux, de refus d'assurance, de photos du lit d'hôpital que j'ai appelé ma maison pendant près de 3 mois. Une chronologie de tout ce qu'ils avaient choisi d'ignorer. Vous devriez peut-être lire ceci avant le dessert, ai-je dit d'une voix basse. Le sourire de papa a vacillé. La fourchette de maman a teinté contre son assiette. Nathan a finalement levé les yeux de son téléphone. Leur visage disait tout, et c'est là que j'ai su que je n'en avais pas encore fini. Nathan a tendu la main en premier. Sa main a frôlé le bord du dossier comme s'il n'était pas sûr qu'il allait le mordre. Sa fiancée, Rachel, s'est penchée par-dessus son épaule, plissant les yeux sur le contenu avec un pli sur le nez, comme si c'était quelque chose de désagréable qu'elle ne s'attendait pas à devoir gérer ce soir. Peut-être un morceau d'épinard égaré sur la nappe, ou une odeur de pourri. Je les ai regardés feuilleter les premières pages, des formulaires d'admission à l'hôpital, des factures avec des soldes s'élevant à des milliers d'euros, des lettres de refus des compagnies d'assurance, toutes avec mon nom dessus, toutes datées sur une période de 14 mois brutaux. Maman n'a pas bougé. Son verre de vin pendait mollement au bout de ses doigts. Papa essayait toujours de garder le sourire sur son visage, comme s'il pensait que s'il souriait assez longtemps, cela se transformerait en une blague. Comme si j'allais crier « Je vous ai bien eu » et en rire, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile et j'ai attendu. Le visage de Nathan a changé en premier. La suffisance a disparu. Ses sourcils se sont froncés et il s'est penché, feuilletant encore quelques pages. Il n'a rien dit. Il avait juste l'air confus. Puis il s'est tourné vers maman. « Avez-vous sérieusement ignoré tout cela ?» a-t-il demandé, brandissant une feuille avec un solde de 9 800 €. Des tampons d'impayés entourés en rouge. Elle n'a pas répondu. Elle a juste cligné des yeux. Puis elle a tendu la main, a pris le dossier et a commencé à le feuilleter elle-même, ses lèvres se resserrant à chaque page. « Je vous ai tout envoyé, ai-je dit. La première facture, le diagnostic, même la lettre de l'hôpital menaçant de m'envoyer au recouvrement. Vous l'avez vu. Vous ne vous en souciez tout simplement pas. » Papa s'est moqué et a fait un signe de la main. « Jake, tu fais encore un drame.
Tu fais toujours ça, ramener le passé. C'est la grande soirée de ton frère, et tu veux que tout tourne autour de toi. J'ai cligné des yeux. Je m'attendais à une dérobade, mais pas aussi rapide. Vous avez fait en sorte que tout tourne autour de lui, ai-je dit, ma voix plus froide que je ne l'espérais. À chaque fois, quand j'étais allongé dans un lit d'hôpital à vomir du sang, vous achetiez à Nathan un nouveau costume pour un entretien d'embauche. Quand j'ai été autorisé à sortir de l'hôpital avec à peine assez d'argent pour payer le loyer, vous aidiez Nathan et Rachel à verser un acompte sur un appartement. Quand je vous suppliais de m'aider, vous n'avez même pas répondu. Et maintenant vous me dites que je fais en sorte que tout tourne autour de moi. Tu aurais dû être plus responsable, a dit papa, haussant les épaules comme s'il s'agissait d'une conversation décontractée et non de mon point de rupture. Tu aurais pu prendre une meilleure assurance. Tu aurais pu. J'étais un étudiant avec un revenu à temps partiel et une maladie auto-immune, les jeux coupés. Vous pensez que je voulais tomber malade? Cela l'a fait taire pendant une seconde. Puis maman a finalement retrouvé sa voix. Jake, tu ne comprends pas à quel point il est difficile de partager les choses équitablement, a-t-elle dit, posant soigneusement le dossier comme s'il s'agissait d'une sorte de substance toxique. Nous devions prioriser. Prioriser, ai-je répété. Donc, pas juste ignorer. Vous avez choisi de ne pas m'aider. Nous essayons d'empêcher la famille de s'effondrer, a-t-elle continué, sa voix prenant ce ton doux et condescendant qu'elle utilisait toujours quand elle voulait mettre fin à une dispute sans avoir à répondre de rien. Nathan venait de se fiancer. C'était une étape importante. Nous ne pouvions pas exactement. Donc, ma santé ne comptait pas comme une étape importante, ai-je dit, en me penchant en avant. C'est ce que nous disons ici? J'aurais dû recevoir une bague au lieu d'un diagnostic. Sa bouche s'est refermée d'un coup. Rachel s'est penchée plus près de Nathan et a chuchoté quelque chose, mais j'ai saisi quelques mots. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Nathan lui a jeté un regard impuissant. Je ne savais pas que c'était si grave. Non, tu ne le savais pas, ai-je dit en me tournant vers lui. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais occupé à laisser maman et papa financer ta nouvelle vie pendant que je rationnais mes médicaments. Il a eu la décence d'avoir l'air coupable, mais pas assez coupable pour dire quoi que ce soit de significatif. Papa s'est levé. Sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. Sa voix est sortie plus forte que nécessaire, essayant clairement de reprendre l'autorité. Très bien, cette conversation est terminée. Nous ne lavons pas notre linge sale dans un restaurant. Je ne vais pas rester assis ici et me faire manquer de respect de cette façon. C'est drôle, ai-je dit en me levant également. C'est ce que j'ai ressenti pendant les 5 dernières années. Quelques têtes se sont tournées depuis les tables voisines. Le serveur qui rôdait près du bar a fait un pas prudent en arrière. Personne à notre table n'a bougé. J'ai ramassé le dossier et je l'ai rangé dans mon sac. Le silence était lourd, inconfortable, comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre répare la situation. C'est alors que Nathan a dit la seule chose qui m'a vraiment brisé. Jake, allez. Ils ont aidé quand ça comptait. Je me suis tourné vers lui lentement. Quand ça comptait. Écoute, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien, a-t-il dit, les mains levées, essayant d'arranger les choses, mais ce n'est pas comme si ta situation était permanente. Je veux dire, tu t'en es sorti, n'est-ce pas? J'ai senti quelque chose se creuser en moi. Ouais, ai-je dit, ma voix presque un murmure. Je m'en suis sorti seul. Et puis je me suis rassis, non pas parce que je voulais rester, mais parce que je n'allais pas leur donner la satisfaction de me regarder m'éloigner comme si j'étais le problème. Je voulais qu'ils se tortillent. Je voulais qu'ils restent assis là-dedans. Rachel a repoussé son assiette. Nathan avait l'air soudainement très intéressé par le motif de la nappe. Mes parents ont gardé les yeux fixés sur leur verre de vin. Pour le reste du repas, personne ne m'a parlé, et je ne leur ai pas parlé. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. Une fissure dans les fondations qu'ils pensaient toujours solides. Et je n'avais pas encore fini. Les jours qui ont suivi le dîner ont été un flou étrange de textos passifs-agressifs, de silence et de réponses d'un seul mot de la part de mes parents. Nathan n'a pas du tout pris contact, et Rachel non plus. Je m'attendais à moitié à un appel de ma mère le lendemain pour arranger les choses. Elle était du genre à détester les conflits à moins qu'elle ne les contrôle, mais rien n'est venu. Au lieu de cela, 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma tante, la sœur de mon père,
me demandant si j'allais bien. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment, pas par animosité, juste par distance. Elle avait toujours été l'intruse dans la famille, plus ancrée, moins dans la représentation. Elle avait vu les retombées du dîner indirectement par le bouche-à-oreille de la famille et elle voulait entendre ma version. Alors je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a dit, « Jake, je savais qu'il favorisait Nathan, mais je ne savais pas que c'était si grave. C'est impardonnable. » Et puis elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Apparemment, mes parents avaient l'argent pour m'aider. Pas juste de l'argent pour joindre les deux bouts. Ils avaient accès à un héritage important de mon défunt grand-père. Un argent qui avait été divisé entre les frères et sœurs avec l'intention qu'il soit utilisé pour les urgences familiales. Chaque frère et sœur avait le contrôle de sa propre part. Mon père, il avait utilisé une partie de la sienne pour aider Nathan avec l'appartement et la bague de fiançailles. Le reste reposait toujours sur un compte. Quand j'ai demandé pourquoi on ne m'avait pas parlé de cela plus tôt, ma tante a dit doucement, « Parce que ton père n'a dit à personne que tu avais demandé de l'aide. » Nous ne l'avons découvert qu'après ce qui s'est passé au dîner. C'est à ce moment-là que la dernière pièce s'est mise en place. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était intentionnel. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Un nouveau genre de feu montait en moi. Ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était une trahison. Calculée. Choisie. Ils avaient choisi de me regarder souffrir. Et maintenant je devais décider quoi faire de cela. Quand j'ai raccroché le téléphone avec ma tante, je suis resté assis là pendant un long moment à fixer le mur de mon appartement. Mon appartement n'était pas grand-chose. Petit, une chambre, des fenêtres qui laissaient passer les courants d'air, mais c'était le mien. Je m'étais battu comme un beau diable pour le garder pendant le pire de la tempête médicale. J'avais mangé du riz et des œufs pendant des semaines entières pour pouvoir payer le loyer. J'avais sauté des médicaments, vendu mon équipement de jeu, et même mis en gage ma montre, mon cadeau de fin d'études d'un professeur de lycée, pas de mes parents, pour m'en sortir. J'avais l'habitude de m'asseoir sur ce canapé exact et de me convaincre qu'un jour les choses s'équilibreraient. Que le déséquilibre n'était que temporaire. Que mes parents finiraient par changer d'avis. Que peut-être, juste peut-être, je comptais pour eux même s'ils ne le montraient pas de la même manière. Mais maintenant j'avais la preuve. La preuve qu'ils avaient vu ma douleur, l'avaient pesée contre la bague de fiançailles de mon frère, et avaient choisi ce qui brillait. Je pense qu'il y a un type de silence très spécifique qui vient après une trahison. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est ni bruyant ni en colère. C'est le genre de silence qui s'enfonce dans vos os. Lourd, froid. Pourtant, pendant quelques jours, je n'ai parlé à personne. Je n'ai pas répondu aux textos de mes collègues. J'ai ignoré ma discussion de groupe. J'ai même ignoré ma tante quand elle m'a relancé avec un « je prends juste de tes nouvelles, je pense à toi ». Je n'étais pas déprimé. J'étais vide. Mais quelque part dans ce silence, une pensée n'arrêtait pas de se répéter comme un murmure dont je ne pouvais pas me défaire. Tu as réussi sans eux. Tu as survécu. Et c'était vrai. Pas parce qu'ils ont aidé, pas parce qu'ils m'ont soutenu. J'ai survécu parce que j'ai refusé de disparaître. Je me suis extirpé de quelque chose qu'ils n'ont même pas pris la peine de regarder. Je me souviens encore de la nuit où je suis finalement sorti de ma torpeur. Je préparais le dîner, juste des pâtes et des légumes surgelés, et j'ai ouvert le placard et j'ai trouvé la dernière boîte de soupe de la réserve que j'avais gardée pendant le pire de mes problèmes de santé. Une boîte cabossée de soupe aux lentilles. L'étiquette à moitié décollée. La date d'expiration dans à peine un mois. Je l'ai fixée. Cette soupe avait autrefois été une bouée de sauvetage, un plan de secours quand l'argent avait disparu et que les options étaient limitées. Maintenant, c'était juste une boîte de soupe. J'ai souri. Quelque chose en moi a fait un déclic. J'avais déjà reconstruit une foi sans soutien, sans conseil, sans filet de sécurité. Qu'est-ce qui m'empêchait maintenant de construire quelque chose de mieux, pas seulement de la survie, pas seulement joindre les deux bouts, mais m'épanouir? Le lendemain matin, j'ai fait une liste. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une liste sur un bloc-notes jaune avec 3 colonnes. Les choses dont je veux me détacher, les choses que je dois faire, les choses que je veux pour moi-même. La première liste s'est remplie rapidement, le ressentiment, l'attente d'excuses,
l'espoir qu'un jour il me traiterait équitablement. La deuxième liste a pris plus de temps, mais elle m'a ancré. Demander à nouveau une aide financière et terminer mon diplôme, prendre plus de travail en indépendant, réparer mon profil LinkedIn, commencer une thérapie. Et la troisième liste, celle-là m'a le plus surpris. Je voulais un endroit avec la lumière du soleil. Je voulais cuisiner des repas qui n'étaient pas seulement pour survivre. Je voulais entrer dans une pièce et ne pas tressaillir quand quelqu'un élevait la voix. Je voulais la paix. J'ai scotché la liste sur mon réfrigérateur. Et puis je me suis mis au travail. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon université. Je n'y étais pas inscrit depuis plus de 2 ans, mais ils avaient toujours mes crédits dans leur dossier. La conseillère pédagogique avec qui j'ai parlé était gentille et efficace. Elle m'a guidé tout au long du processus de réinscription et m'a même parlé d'un nouveau programme de subvention pour les étudiants de retour en phase de rétablissement financier. J'y étais éligible. 2 semaines plus tard, j'étais de retour à l'école. À temps partiel d'abord, juste un cours pour reprendre en douceur, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un élan. Ensuite, j'ai redoublé d'efforts dans mon travail d'indépendant. Je faisais des petits boulots technologiques ici et là, principalement de la conception de sites web, un peu de marketing numérique pour les petites entreprises, mais je ne l'avais jamais pris au sérieux. J'avais toujours supposé que c'était temporaire. Maintenant, je le traitais comme une entreprise. J'ai refait mon portfolio. J'ai contacté d'anciens clients. J'ai proposé des offres groupées et des réductions de parrainage. En 1 mois, j'avais une rotation régulière de projets. En 3 mois, je gagnais plus en travaillant à mon compte que ce que je gagnais en travaillant à temps plein dans l'emploi de vente au détail que j'avais pris pour joindre les deux bouts. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. Je n'ai rien posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas annoncé mon acharnement au monde entier. J'ai juste construit tranquillement, régulièrement. Et plus je construisais, plus je remarquais quelque chose d'étrange. Ma santé s'est améliorée. Pas d'une manière magique. J'avais toujours la maladie, je prenais toujours mes médicaments, j'avais toujours des jours sans. Mais le stress, l'épuisement, le sentiment de noyade, tout cela a commencé à se dissiper. Mon énergie est revenue. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Mon appétit est revenu. La thérapie a aidé, aussi. J'ai trouvé quelqu'un qui se spécialisait dans les traumatismes familiaux et le deuil complexe. Je ne savais même pas que le deuil s'appliquait à moi jusqu'à ce que ma thérapeute le souligne. Vous portez le deuil de la version de vos parents que vous pensiez avoir, a-t-elle dit. La version que vous espériez voir exister. C'est réel et c'est normal d'en faire le deuil, même s'ils sont toujours en vie. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'espérais. Semaine après semaine, j'ai tout déballé. Les déceptions de l'enfance, les comparaisons chroniques, le silence, la cruauté occasionnelle déguisée en amour vache. Et lentement, j'ai commencé à me détacher du mensonge selon lequel c'était de ma faute. Mes parents ne m'ont pas fait défaut parce que j'étais trop sensible. Ils m'ont fait défaut parce qu'ils l'ont choisi. Ce genre de réalisation n'apporte pas de soulagement. Pas au début. Cela apporte du deuil, puis de la colère, puis enfin de la liberté. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de Nathan. Il n'avait pas donné signe de vie depuis le dîner. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Et, Jake, a-t-il dit, la voix prudente. Tu as 1 minute ? » Pas vraiment, ai-je dit. Honnêtement, mais vas-y. Il a fait une pause. Donc, Rachel et moi planifions le mariage. Et maman et papa ont dit que tu ne leur parlais plus. Et maintenant ils disent qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir faire les photos de famille si tu n'y es pas. Et ça devient toute une histoire. J'ai haussé un sourcil même s'ils ne pouvaient pas me voir. Donc ils se soucient à nouveau des apparences. Choquant. Écoute, mec. Je comprends que tu sois contrarié. Non, tu ne comprends pas, ai-je dit, en le coupant. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu à comprendre. Il a soupiré. Je n'essaie pas de me battre. Alors qu'est-ce que tu essaies de faire ? Je suppose, je ne sais pas maintenir la paix. Cela m'a fait rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Nat, il n'y a pas de paix. Il y a juste un tas de confiance brisée sur lequel tout le monde essaie de jeter une nappe et je ne fais plus ça.
Il est resté silencieux. Après un moment, il a dit, « Alors, tu ne viens pas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, je n'ai pas décidé. Et j'ai raccroché. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucune appréhension, juste de l'espace. De l'espace pour décider ce que je voulais, pas ce qu'ils attendaient. Quand le printemps est arrivé, j'étais dans un endroit différent. Émotionnellement, financièrement, mentalement, j'avais un nouveau client, une start-up en pleine croissance qui avait besoin d'un travail de conception continue. J'avais réussi mon cours et je m'étais inscrit à 2 autres. Mon compte d'épargne était le plus sain qu'il ait jamais été. Et ma thérapeute m'a regardé pendant l'une de nos séances et a dit, « Tu ne survis plus, Jack. Tu vis. » Je l'ai cru. Pourtant, il restait une chose sur laquelle je ne m'étais pas décidé. Le mariage, il approchait à grands pas. À un peu moins de 2 mois. Je n'avais pas répondu à l'invitation. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis le dîner. Nathan a envoyé un message supplémentaire, quelque chose d'hésitant comme « J'espère que tu pourras venir ». Rachel demande pour les numéros de table. Mais la vérité était que je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais fini. Fini de jouer un rôle dans une famille qui ne me voyait que quand ça l'arrangeait. Fini de m'asseoir à des tables où je devais me battre pour des restes de décence de base. Mais alors quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a tout changé à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas un choix. C'était une lettre légale. Et quand je l'ai ouverte, j'ai senti mon estomac se nouer parce que ce qu'elle disait, eh bien, disons simplement que le mariage n'allait pas être la seule chose qui se passerait ce week-end-là. Elle est arrivée un mardi matin, glissée entre un carnet de bons de réduction pour l'épicerie et une facture d'eau en retard. Une enveloppe blanche unie, rigide et officielle, avec mon nom complet tapé proprement au centre et aucune adresse de retour. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Peut-être un avis médical retardé ou une offre de crédit d'une banque dont je n'avais jamais entendu parler. Mais au moment où je l'ai déchirée et que j'ai parcouru les premières lignes, mes doigts sont devenus froids. Elle venait d'un avocat. L'entête indiquait Kirkland et Associés, planification successorale et homologation. Et juste en dessous, en caractère net, se trouvait une phrase qui a tout changé. Cet avis concerne les dernières volontés testamentaires de Charles R. Langston, décédé, et la distribution des actifs tels que stipulés dans le testament modifié daté du 5 mars 2017. Mon grand-père, je n'avais pas pensé à grand-père Charles depuis des années. Il est mort juste avant que je ne commence l'université. Un homme calme et stoïque qui restait surtout dans son coin, mais qui avait toujours un mot gentil pour moi quand nous lui rendions visite. Je me souviens qu'il m'a glissé un billet de 50 € la veille de Noël une fois, juste pour me voir sourire. Mes parents disaient toujours qu'il était démodé et un peu trop indulgent avec Jack. Je n'ai jamais demandé ce qu'ils entendaient par là. Mais maintenant, 6 ans après sa mort, je recevais une lettre de son avocat spécialisé en succession. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai lu le tout 2 fois. Il s'est avéré que grand-père Charles avait apporté une modification discrète à son testament peu de temps avant son décès. Apparemment, il s'était méfié de la façon dont mes parents favorisaient Nathan. Selon la lettre, il avait même exprimé de graves inquiétudes quant au fait que mon père utiliserait mal sa part de l'héritage. Ainsi, à l'insu du reste de la famille, il avait mis de côté un compte séparé, un compte spécifiquement destiné à moi, une fiducie. Ce n'était pas énorme, pas une fortune cachée, mais c'était suffisant. Suffisant pour changer les choses. Il y avait cependant une clause. Les fonds ne seraient accessibles qu'à l'une des 3 conditions. L'obtention de mon diplôme universitaire. Une preuve de difficulté financière directement liée à un événement médical. Une demande écrite d'accès anticipé en cas de négligence familiale exceptionnelle. La lettre de l'avocat indiquait qu'il venait d'être informé de ma situation récente par l'intermédiaire de ma tante, la sœur de mon père, Carole. Elle avait apparemment partagé mon histoire après notre appel téléphonique. Le cabinet avait examiné le dossier et avait estimé que la 3e condition était remplie. Tout ce qu'il me restait à faire maintenant était de signer quelques documents et de vérifier mon identité. J'aurais un accès complet à la fiducie dans les 30 jours. Les fonds seraient déposés sur un nouveau compte hors de portée de mes parents. Je suis resté assis là dans un silence stupéfait, fixant la lettre, le cœur battant. Il avait su toutes ces années auparavant, avant les séjours à l'hôpital, avant le silence,
avant le dossier sur la table à dîner. Il l'avait vu venir. D'une manière ou d'une autre, il a vu ce qu'il me faisait, ce qu'il ferait, et il a élaboré un plan. Je ne me souviens pas m'être levé, mais je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans mon appartement en cercle lent. La lettre toujours serrée dans ma main. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste planifié. Parce que si grand-père Charles avait eu assez de foi en moi pour me protéger d'outre-tombe, je n'allais pas gaspiller cela. Pour la première fois de ma vie, j'avais un moyen de pression, et j'allais l'utiliser. J'ai commencé petit, silencieusement, subtilement. D'abord, j'ai appelé tante Carole. Elle a répondu à la première sonnerie. « Jacques » a-t-elle dit, sa voix calme. « J'espérais que tu appellerais. Tu as envoyé la lettre. Je leur ai raconté ton histoire. Ils ont fait le reste. J'ai fait une pause. Merci. Tu ne me dois rien. Merci, a-t-elle répondu. Tu mérites d'être vu. Et il est temps que quelqu'un dans cette famille te voie enfin. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle a comblé d'autres lacunes, des choses que je ne savais pas. Comme comment mon père avait menti sur mon abandon de l'école, disant aux parents que j'étais paresseux et que je ne pouvais pas assumer de responsabilité. Ou comment il présentait mes problèmes médicaux comme exagérés et disait aux gens que je jouais la carte de la pitié. Il avait dit tout cela tout en injectant des milliers d'euros dans le mode de vie de Nathan. Je ne l'ai jamais cru, a-t-elle dit. Mais je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à ce que tu me le dises. À la fin de l'appel, j'avais quelque chose de mieux qu'un simple héritage. J'avais une alliée, tante Carole. Elle avait des reçus, des emails, des textos, des messages vocaux que mon père lui avait laissés au fil des ans, pleins de vantardises, de remarques méprisantes à mon sujet. Et même un où il riait d'avoir utilisé l'histoire larmoyante de Jacques pour obtenir une déduction fiscale pour un don à une œuvre de charité. Attends, quelle œuvre de charité, ai-je demandé. Elle a hésité. Un fonds médical qu'il a dit être le tien. Mais je pense qu'il a juste utilisé ton nom sur les papiers. Je me suis figé. As-tu des documents? Elle en avait. Elle les a envoyés et c'était là, mon nom figurait comme bénéficiaire d'un don de bienfaisance de 5 000 € que mon père avait déclaré sur ses impôts. Je n'avais jamais vu un centime de cet argent. Cela changeait considérablement les choses. J'ai transféré les documents à l'avocat de la succession et j'ai demandé s'il y avait des options légales. Il a répondu dans les heures qui ont suivi. Ce que mon père avait fait n'était pas seulement immoral. Cela frisait la fraude. Fraude fiscale pour être précis. Si vous voulez donner suite à cela, a écrit l'avocat, vous avez plus que suffisamment de motifs pour déposer une plainte. Je n'étais pas encore sûr de vouloir aller aussi loin, mais j'ai classé l'email dans un dossier intitulé Options. Pendant ce temps, le mariage approchait à grands pas. Rachel m'avait finalement envoyé un message elle-même, probablement fatiguée du silence de Nathan, et m'avait demandé si je répondrais bientôt à l'invitation. Elle a écrit de cette façon polie et artificielle que les gens utilisent lorsqu'ils essaient d'éviter la confrontation. J'espère que tu vas bien, Jacques. Cela signifierait beaucoup pour Nathan si tu étais là. Il est stressé avec toute l'organisation, mais nous essayons de garder les choses légères. Fais-nous savoir si tu seras présent. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à rassembler plus d'informations. Carole n'était pas le seul membre de la famille qui avait vu à travers les fissures. Au cours des semaines suivantes, j'ai contacté des cousins, de vieux amis de la famille, et même un des anciens collègues de ma mère. J'ai posé des questions discrètes. Je les ai laissés parler librement. Et ce que j'ai appris, cela a peint un tableau accablant. Mes parents avaient passé des années à concevoir un faux récit. Pour les étrangers, ils étaient des parents dévoués avec un fils qui luttait et un autre qui faisait leur fierté. Ils disaient à tout le monde que j'étais toujours dans les ennuis, toujours irresponsable, toujours à la recherche de l'aumône. Mais en vérité, je ne leur avais jamais emprunté d'argent, je n'avais jamais demandé de cadeaux, je n'avais jamais fait de scandale. Je n'étais tout simplement pas Nathan. C'était mon crime. Et maintenant j'avais la vérité. J'avais exposé leurs mensonges, enregistré leurs secrets. Leur masque de bons parents se fissurait. Mais j'avais besoin d'une dernière chose. Un moment. Le bon moment. Et il arrivait.
J'ai appris par l'Instagram de Rachel que le dîner de répétition aurait lieu la veille du mariage au même endroit que celui qu'ils avaient utilisé pour le dîner de fiançailles. Chic, extravagant, hors de prix. Rachel avait posté une story avec la légende « Je n'arrive pas à croire que c'est presque là. Dernière touche pour le dîner de ce soir. » C'était public. Ils s'attendaient à ce que je vienne, alors j'ai décidé que je le ferais. Mais pas seul. J'ai demandé à tante Carole si elle viendrait avec moi, non pas seulement pour me soutenir, mais comme renfort. Elle a accepté sans hésitation. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore, juste que je voulais dire quelques mots, que j'avais besoin de quelqu'un dans mon coin au cas où les choses tourneraient mal. Elle a dit, je te couvre, peu importe ce qui se passe. J'ai souri. C'est bien parce que je ne viens pas juste pour le dîner. Elle a penché la tête. Alors pourquoi viens-tu? J'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran se trouvaient 3 onglets, l'email de l'avocat détaillant la fiducie, une lettre publique rédigée à l'intention de ma famille exposant la vérité, le dossier fiscal au format PDF du don frauduleux. J'ai tourné l'écran vers elle. Elle l'a fixé pendant un long moment. Puis elle m'a regardé et elle a souri. Brûlons tout. La nuit du dîner de répétition était chaude, avec une sorte d'humidité estivale épaisse qui collait à la peau, peu importe la lenteur avec laquelle vous bougiez. Le restaurant était exactement comme je m'en souvenais. Des nappes blanches, un éclairage d'ambiance, des serveurs en gilet noir et nœuds papillons, et une vue sur les toits de la ville qui ajoutait probablement 30% à l'addition. C'était un endroit conçu pour impressionner, pas pour se sentir chez soi. Je portais un costume bleu marine, aux lignes épurées, sur mesure, subtil, pas accent grave-l'œil, mais assez élégant pour montrer que je n'étais plus le même gamin qu'avant. Tante Carole est arrivée quelques minutes après moi, dans une robe vert foncé et une paire de boucles d'oreilles en argent dont je me souvenais de mon enfance. Elle avait l'habitude de les porter pendant les vacances quand elle se sentait audacieuse. Elle m'a fait un signe de tête, silencieuse mais prête. L'hôtesse m'a reconnu et nous a conduits vers la salle privée sans hésitation. Et juste comme ça, j'étais de retour à la longue table, la même qu'il y a 6 mois. Sauf que cette fois, je n'étais pas assis au bout, sirotant tranquillement de l'eau, attendant qu'on me remarque. Cette fois, ils m'ont remarqué immédiatement. Nathan a fait un double mouvement de recul au milieu d'une conversation. Le sourire de Rachel s'est figé quand elle a vu Carole à mes côtés. Mes parents ont échangé un regard, une subtile lueur de quelque chose derrière leurs yeux. Panique? Inconfort? Ils se sont vite repris. Papa s'est levé. Jake, a-t-il dit, forçant un sourire. Content que tu aies pu venir. Maman a renchéri. C'est si bon de te voir. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, ai-je dit. C'est une fête de famille, non? Nathan s'est avancé, tenant un verre, la voix hésitante. Et mec, tu as l'air bien. Toi aussi, ai-je dit d'un ton égal. Gros week-end. Rachel a souri d'un air crispé. Nous avons des discours ce soir, alors nous gardons les choses légères. Pas de drame. Oui, bien sûr, ai-je dit. Je ne songerai pas à faire un scandale. Elle s'est légèrement détendue, manquant la tension dans mon ton. Nous nous sommes assis. Carole et moi avons pris place près du milieu de la table cette fois. La conversation a repris, un peu guindée, mais régulière. Des toasts ont été portés, des rires ont été partagés, et les coupes de champagne ont teinté. Mais j'ai regardé tout cela de loin. Comme un spectateur à une pièce de théâtre, je connaissais déjà la fin, moi aussi. Quand le plat principal a été débarrassé, Rachel s'est levée et a tapoté son verre. Très bien, tout le monde. Avant le dessert, nous avons pensé qu'il serait agréable de partager quelques mots, juste quelques pensées sur la famille, l'amour, et ce nouveau chapitre. Elle a fait un geste vers Nathan, qui s'est levé et a prononcé un discours court et nerveux sur le partenariat et la gratitude. C'était banal, bien intentionné, un peu maladroit mais sincère. Les gens ont applaudi poliment. Il s'est rassis et a fait un signe de tête à Rachel. Elle a souri et s'est tournée vers le groupe. Et maintenant, Jake a quelque chose qu'il aimerait partager. Il y a eu un moment de confusion. Mes parents se sont figés. Nathan a cligné des yeux. Rachel s'est retournée vers moi avec une expression excessivement radieuse.
Le genre que les gens arborent quand ils font semblant de ne pas être terrifiés. Elle ne savait pas que j'avais prévu de parler, mais elle supposait que je me comporterais bien. Je me suis levé lentement et j'ai ajusté ma veste. Merci, Rachel. Je serai bref. Je me suis tourné pour faire face à la table entière. Tous les yeux étaient braqués sur moi maintenant. La pièce était devenue silencieuse. J'ai passé les derniers mois à beaucoup réfléchir à la famille, ai-je commencé, à ce que cela signifie, à ce que cela ne signifie pas, et à ce que les gens sont prêts à faire pour les personnes qu'ils prétendent aimer. Maman a bougé sur sa chaise. La mâchoire de papa s'est crispée. Quand je suis tombé malade il y a quelques années, j'ai pensé que j'avais touché le fond. Mais ce n'est pas la maladie qui m'a brisé. C'est le silence. L'abandon, être traité comme un inconvénient alors que je me battais pour survivre. Quelques personnes ont échangé des regards. Rachel avait l'air confuse. Nathan avait l'air mal à l'aise. J'ai demandé de l'aide à mes parents. Ils m'ont ignoré. J'ai supplié. Je n'ai rien obtenu. Pendant ce temps, ils ont financé une bague de fiançailles, un appartement, et ce dîner. Et je suis resté silencieux pendant des années, pensant que c'était peut-être de ma faute. Peut-être que je ne méritais tout simplement pas d'aide. Maintenant la pièce retenait son souffle. Mais ensuite j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai sorti un dossier, plus fin qu'avant. Pas de coins effilochés cette fois. Je l'ai ouvert et j'ai fait glisser une page en la tenant en l'air. Ceci est une copie d'une déclaration d'impôt d'il y a 2 ans. Cela montre un don de bienfaisance de 5 000 € fait en mon nom. Mon père a prétendu que c'était pour aider à couvrir mes frais médicaux. Je n'ai jamais vu cet argent. Je ne savais même pas qu'il existait, mais cela l'a certainement aidé au moment de la saison des impôts. Quelques personnes ont halté doucement. Le visage de Nathan s'est vidé de ses couleurs. C'est de la fraude, ai-je dit simplement. Pas seulement moralement, mais légalement. Et j'ai les documents pour le prouver. Papa s'est levé, le visage rouge. Jacques. Je n'ai pas fini, ai-je dit, ma voix calme. Veuillez vous asseoir. Il a hésité, puis s'est lentement rassis sur sa chaise. J'ai aussi autre chose, ai-je continué, sortant un deuxième document, une lettre de l'avocat chargé de la succession de mon grand-père. Il s'avère qu'il m'a laissé une fiducie, une qui ne pouvait être accessible que dans des circonstances très spécifiques, dont l'une était, je cite, une négligence familiale exceptionnelle. J'ai fait une pause. Après avoir tout examiné, les avocats ont été d'accord. La fiducie a été débloquée. J'ai maintenant le contrôle total des fonds. Rachel s'est écarquillé les yeux. Nathan avait l'air de venir d'avaler un clou. Je vous dis tout cela, ai-je dit, parce que j'ai fini de faire semblant. Fini d'être le silencieux. Fini d'être traité comme si je n'existais pas à moins que quelqu'un n'ait besoin de quelque chose. Je me suis tourné vers Rachel. Je vous souhaite, à toi et à Nathan, le meilleur. Vraiment, mais je n'assisterai pas à votre mariage. Je me suis tourné vers mes parents. Et quant à vous, j'ai déjà déposé un signalement auprès des services fiscaux. Vous entendrez bientôt parler d'eux. Vous m'avez volé, et maintenant vous en subirez les conséquences. Maman s'est couvert la bouche. Papa a ouvert et fermé la bouche, mais n'a pas pu formuler de mots. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chaque personne. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de vérité et de paix. Et de revendiquer l'espace que j'aurais dû avoir depuis le début. J'ai fait un signe de tête à tante Carole, puis je me suis retourné et je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées commencent. Une semaine plus tard, mes parents ont été contactés par le fisc. Tante Carole l'a confirmé par le bouche-à-oreille de la famille. Il y a eu des audits, des appels téléphoniques, des frais de justice croissants. Mon père a essayé de déformer la situation, a dit que j'étais mal informé, mais les documents parlaient d'eux-mêmes. L'accusation de fraude fiscale a tenu. Ils ont été condamnés à une amende, embarrassés publiquement, et forcés de rembourser le montant avec intérêt. Ma mère a essayé de me contacter une fois, un email maladroit rempli de demi-excuses et d'accusations voilées. Je n'ai pas répondu. Nathan et Rachel ont tout de même eu leur mariage, mais j'ai entendu dire par des indiscrétions que c'était gênant, tendu. Plusieurs proches l'ont complètement boycotté.
Les photos semblaient figées, les sourires forcés. Je n'ai pas exulté. Je suis simplement passé à autre chose. La fiducie m'a permis de rembourser le reste de ma dette médicale. J'ai terminé mes études, j'ai lancé ma propre agence de design, et j'ai emménagé dans un appartement baigné de soleil à l'autre bout de la ville. De hauts plafonds, des plantes dans chaque coin, et une cuisine dans laquelle j'aimais vraiment être. Carole et moi nous sommes rapprochés. Elle venait le dimanche pour le dîner. Parfois nous parlions du passé. Parfois non. Mais elle ne m'a jamais fait me sentir invisible. Et moi, j'ai arrêté d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai arrêté d'essayer de réparer une famille qui n'avait jamais essayé de me réparer une seule fois. Parce que parfois la vengeance la plus puissante n'est pas la rage ou la cruauté. C'est de devenir tout ce qu'ils disaient que vous ne pourriez pas être sans avoir du tout besoin d'eux. Et c'est exactement ce que j'ai fait.